Alors, ce qui me semble intéressant dans vos deux points de vue, c'est que finalement, ils sont assez différents, voire à certains endroits divergents sur l'expérience de la maladie. J'espère qu'on va pouvoir mettre le doigt sur ces différences. Et je vais commencer par introduire une première question, qui est d'abord la question de l'expérience de la maladie elle-même. Parler de l'expérience de la maladie au singulier. Ça pose quand même en soi un certain nombre de questions. D'abord parce que chaque expérience d'un événement, donc une expérience de la maladie, est toujours singulière. Et en ce sens, c'est une évidence, hein, nous percevons toujours le monde depuis un certain point de vue qui est nécessairement singulier. Il n'existe pas donc une expérience, mais une multitude d'expériences, puisqu'il existe une multitude de personnes, et une même personne a une multitude d'expériences du même objet, selon ses humeurs, selon les circonstances. L'expérience de l'existence est d'ailleurs, me semble-t-il, ça a été dit par beaucoup de philosophes, une expérience du morcellement, de la désarticulation. Il est difficile de trouver une cohérence à l'expérience. Et sans doute l'expérience de la maladie correspond-elle aussi à ce morcellement. Par ailleurs, on sait bien que dans le cas des maladies évolutives en particulier, la maladie est elle-même diverse dans le temps. Elle évolue, elle a des phases très différentes, des symptômes très différents selon ces phases. Et puis enfin, l'objet lui-même, maladie neuroévolutive, est assez incernable. On y avait insisté, on y insiste beaucoup dans les universités d'été. Incernable parce que sans limite. Et je vais citer Pierre de Cabissol. Dans son ouvrage, il écrit quand on y pense bien, presque tout a ou peut avoir une fin. La vie, l'amour, l'amitié, les hémorroïdes, l'inspiration, les érections, le travail, mais pas une maladie chronique. Donc nous sommes face à des maladies sans fin et des maladies dont il est aussi difficile d'identifier le début, le commencement. Dans le cas de la sclérose en plaques, est-ce que le début, c'est l'apparition des plaques ou est-ce que le début, c'est l'apparition des symptômes? C'est que ce n'est pas exactement le même moment. Au point que face à ces maladies incernables dont les limites sont difficilement définissables, on peut se demander si l'expérience de la maladie se distingue vraiment de l'expérience de la vie elle-même, de l'existence. Alors, pour toutes ces raisons, il me semble paradoxal de parler d'une expérience de la maladie, et je vais commencer par vous poser une première question à tous les deux. Quelle légitimité avons-nous, quand nous sommes malades ou quand nous ne le sommes pas, peu importe, à parler de l'expérience de la maladie au singulier, sans généraliser abusivement, sans préjuger de ce qu'est cette expérience, sans imposer une certaine idée de la maladie, et sans forcer les personnes malades à se reconnaître dans des projections que nous ferions de leur expérience. Première question, donc. C'est une question large et difficile. Moi, en tout cas, je ne prétends pas avoir une expérience complète de la maladie, ce serait bien sûr idiot. Pour être assez régulièrement en hospitalisation, que ce soit en chimiothérapie ou en rééducation, ou, bref, pour fréquenter beaucoup les autres malades, je sais que on a tous une maladie différente, même si on a la même maladie, même si elle a le même nom, on revient à des questions de nomination. Peut-être qu'il faudrait trouver 50 000 différentes nominations pour la sclérose en plaques, parce que chacun la vit très différemment. Et quand je dis la vie, c'est pas la ressent, c'est est atteint différemment. Donc, de mon expérience, je peux juste tirer ce que vous disiez, une expérience de vie plus qu'une expérience de malade. La maladie est constitutive de ma vie. Elle fait partie de ce que je suis. Elle fait partie de ma manière de voir le monde. Elle la biaise, ma manière de voir le monde. Mais en aucun cas, je prétends donner des leçons sur ce qu'est être malade sous prétexte que je le suis. Je pense que j'ai entendu les éléments de langage, expérience, expertise.
Je crois que les experts sont bien plus à même que moi de parler de la maladie au sens général, de ce qu'elle est, de comment elle fonctionne. Moi, je peux dire ce que je ressens et comment je la vis. Je peux dire mon expérience, donc. Après, quand on arrive à un certain nombre d'années d'expérience, on glisse vers l'expertise malgré tout. Et quand on s'intéresse un peu à ce qu'on vit. Mais en aucun cas, je ne peux dire que je suis représentatif de tous les malades atteints de sclérose en plaques. Et en aucun cas, je peux dire que j'ai une parole qui doit être écoutée et surtout respectée ou quelque chose comme ça, plus que celle de l'expert, qui lui comprend bien mieux ce que je vis que moi, même s'il ne le ressent pas, ce que je vis. D'abord, je vous incite à lire le livre de Pierre, parce que effectivement, on en discutait avec Paul Loup. On disait que c'était un livre important pour nous, pas uniquement par rapport à l'expérience d'une maladie neuroévolutive, mais par rapport à ce qu'une personne qui est dans la vie à 100 à l'heure découvre de ce qu'est une autre part, une autre dimension de son existence. Et c'est pas contre une existence qui était la belle existence que se situe la réflexion de Pierre Cabissol. Il voit comment des territoires inattendus s'ouvrent à lui et comment il faut s'y confronter, les affronter et en faire quelque chose. Et je trouve que c'est cette intelligence de la réalité, pas de la maladie, mais de cette autre manière d'avoir envisagé son existence qui est tout à fait fascinante dans ce qu'il restitue finalement d'une aventure, une aventure intérieure et aussi une aventure politique, puisque il est dans la revendication de ce à quoi il est attaché. Ça aura à voir avec la table ronde qui va suivre. Moi, j'avais, il y a quelques années, une dizaine d'années, écrit un livre, c'était L'existence malade. Voilà. Qu'est-ce que c'est exister malade? Et j'avais été frappé dans ma jeunesse par les malades du sida. Ça a été pour moi l'irruption de la question éthique. C'est ce qui m'a finalement amené à cheminer, alors que j'étais finalement voué à être porcelainier dans l'éthique. Je ne vais pas raconter ma vie. Mais l'expérience des années sida, c'était pour moi quelque chose d'assez particulier, puisque c'était des malades plutôt jeunes, qui avaient beaucoup de convictions, qui avaient beaucoup de valeurs personnelles, qui étaient souvent en rupture par rapport à des modèles ou à des normes sociales, et qui ont vu l'irruption, non pas de la maladie, mais de la mortalité, c'est-à-dire on mourait du sida. Et ça m'a énormément frappé, puisque c'était une maladie mortelle, voilà. C'est-à-dire c'était pas la maladie, c'était la maladie dont on mourait, et avec des tableaux cliniques. Alors quand on pense aux maladies neuroévolutives, c'était une évolution inéluctable et qui altérait la personne dans tout ce qui lui était constitutif. Et il y avait comme un démembrement, voilà, cette expérience. Alors j'étais militant assez rapidement, enfin je dis militant plus éthique, puisque j'ai présidé une grande association nationale qui était Arcade Sida. J'étais dans cette proximité et puis finalement j'apportais une forme de regard, je dirais pas d'intelligence, à des gens qui ont pour moi totalement transformé ma vision du réel. C'est-à-dire je n'ai plus pu voir ce qu'était l'état de maladie après ces années sida comme finalement quelqu'un d'innocent qui voyait la maladie comme uniquement une injustice, comme quelque chose qui était lié uniquement à la nature humaine. Enfin, je veux dire, et je voyais la conquête d'un territoire de pensée. Je vous invite, les jeunes qui sont dans la salle, à voir ce qu'ont été les œuvres des gens des années sida. Le travail, par exemple, d'un sociologue comme Daniel Defer, qui, à un moment donné, avec d'autres militants associatifs, notamment anglo-saxons, a posé un concept qui m'a beaucoup frappé, c'était people with AIDS, c'est-à-dire les personnes qui veulent vivre avec la maladie. Et on ne se rend pas compte que si aujourd'hui on organise une université d'été ou des journées d'été autour des maladies neuroévolutives, qui pour moi sont aussi l'irruption d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle manière de penser la maladie, et vous en êtes un grand témoin, si on peut se permettre aujourd'hui cette audace, c'est parce que des personnes atteintes du sida ont décidé de faire des états généraux, enfin je veux dire, ont décidé de vivre avec la maladie. Ensuite, les malades atteints de cancer ont hérité de cette tradition. Je ne vais pas tout développer. Tout ça pour dire que ce n'est pas l'expérience de la maladie, c'est la place de personnes qui vivent la maladie dans notre cité et qui veulent vivre dans la cité, non pas en tant que malades, mais en tant que personnes reconnues pour ce qu'elles sont au-delà de leur maladie, mais qui ont peut-être un témoignage particulier à partager avec nous. Et cette expérience, cet enrichissement, et j'en termine sur cette première approche sur ce point-là, je pense que les personnes malades, à la fois celles qui prennent la parole publiquement, qui témoignent de leur maladie, qui témoignent aussi de revendications de leur maladie,
d'un besoin de reconnaissance, d'un besoin d'existence, d'un besoin de socialité. Ça m'a beaucoup frappé dans les revendications des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, des jeunes. C'est comment avoir toujours un emploi, comment avoir une vie de famille, comment avoir une socialité. C'est pas uniquement comment guérir, c'est comment s'installer dans une histoire qui a ses singularités, ses spécificités, qui a ses limites, mais qui a aussi beaucoup de possibles. Et quel type d'enrichissement pour notre cité aujourd'hui peut apporter l'expertise, alors je dirais bien, de personnes qui, pour moi, et je trouve que c'est un point important, sont des lutteurs, sont des combattants. Parce que vous avez été jusqu'à présent un grand combattant. Vous étiez un grand sportif, vous avez lutté, j'allais dire, pour faire des temps, des scores. Et là, vous avez engagé un autre combat. Et ce combat m'impressionne parce que c'est un combat au nom des valeurs d'une dignité. C'est-à-dire, j'ai l'impression que si moi j'étais confronté à cette réalité, ça viendra un jour, je ne suis pas certain que j'aurai la force de combattre. C'est-à-dire de mobiliser en moi des ressources dont je ne suis pas certain que je les porte, que j'en suis capable. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai une admiration réelle et un sentiment, non pas de solidarité, mais d'abord un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de gens qui luttent comme ils luttent. Quand j'entendais tout à l'heure parler du développement d'une association sur la maladie à cœur de Lewy, je dis il est quelquefois plus simple de ne pas faire que de tenter quelque chose, même par rapport à quelque chose qui semble insurmontable. Voilà. Donc pour résumer, par rapport à la question que posait Paul Loup, pour moi, l'expérience ou l'expertise, c'est une expertise d'abord politique et dont notre cité doit prendre conscience de la signification. Et c'est vrai, on en discutait avec l'équipe, organiser un colloque ou une journée d'études ou 2 journées d'études sur les maladies neurodégénératives n'a rien de vendeur. Les gens, ils n'ont pas envie de connaître cette réalité. On n'a pas envie de se représenter, même si on a des proches autour de soi, la réalité de la sclérose en plaques, de la maladie de Correll-Lewy ou de la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, probablement, c'est en se confrontant, comme les professionnels ou les associatifs qui sont dans cette salle, ou les proches, à cette réalité, que j'ai le sentiment, et je terminerai parce que ça donnera le sentiment d'être un peu lyrique, mais qu'on vit une part de notre humanité à laquelle on est convoqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le détour de ce questionnement. À ceux qui sont obligés par la nature, par un concours de circonstances, de le vivre plus directement, moi je le vis avec les gens qui sont avec nous, non pas sur le front, mais je dis souvent en deuxième ligne. Mais les gens qui sont sur le front doivent avoir conscience effectivement qu'ils ne pourraient peut-être pas lutter comme ils luttent s'ils n'avaient pas le sentiment qu'il y avait des gens en deuxième ligne, à la fois qui les soutenaient avec leurs moyens, et puis qui considéraient que leur combat, c'est notre combat. Alors, je voudrais revenir sur une notion que tu as évoquée, qui est la notion de témoignage. Il me semble, on en a discuté avec Pierre avant cet entretien, que vous n'avez pas tout à fait le même regard sur l'importance du témoignage et sa finalité, finalement. Pierre, tu me disais, on se tutoie, ce projet d'écriture, finalement, n'a pas vocation à raconter une expérience universelle. Je n'écris pas pour les autres, j'écris avant tout pour moi. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'était de la provocation ou non. On sent en tout cas dans ton livre qui est vraiment ponctué d'humour, vraiment, qu'il y a une prise de distance par rapport à la maladie. Enfin, on sent que ce livre a permis ce travail de mise à distance de la maladie, mais en tout cas, il n'y a pas cette vocation finalement du témoignage à raconter une histoire universelle. Voilà. Maintenant, Emmanuel, il me semble que... je te tutoie de toute façon. Le sous-titre de ton ouvrage est « Témoigner jusqu'au bout de la vie », donc la lutte, la révolte et l'espérance, témoigner jusqu'au bout de la vie. Et en parcourant ton livre, on voit que l'acte du témoignage est pour toi un acte éthique fondamental. Et finalement, la raison est que à travers finalement l'expérience de la lutte contre la maladie, la personne fait une sorte d'expérimentation des limites finalement de l'humanité face à une sorte d'indépassable qui est la maladie. Et cette expérience des limites, il faut en témoigner d'une certaine façon. Et tu dis, à propos donc
d'un échange de mails, dans un échange de mails que tu as avec Jérémy, donc, qui est atteint d'une... tu peux rappeler peut-être Maladie aussi neurologique. D'une maladie neurologique. Je suis convaincu de la signification universelle de ton engagement. Tu portes à un niveau élevé l'exigence de dignité ainsi que nos valeurs d'humanité. Donc voilà, pour situer un peu la différence, je la trouve très intéressante. Est-ce que vous pourriez chacun, l'un et l'autre, réagir à cela? Alors que j'ai pas écrit ce livre en pensant aux autres, mais qu'en pensant à moi, c'est certain. Et puis un petit peu, enfin à quelques autres personnes, mais pas aux malades en général. Maintenant, il est vrai que les retours que j'ai sur le livre, c'est des retours de malades ou d'aidants qui me remercient. Et c'est là que je me dis que peut-être je l'ai pas écrit avec cet objectif-là de témoigner, au sens où Emmanuel porte le témoignage en termes d'éthique, mais qu'au final, c'est le résultat malgré tout. Puisque j'ai eu un petit portrait sur le média social Brut, où il y a eu en quelques heures 2 millions de vues. J'ai été à une réunion, quand il est sorti, j'avais coupé mon téléphone, et quand je suis sorti de la réunion, j'ai rallumé mon téléphone, et j'avais genre 1000 et quelques demandes d'ajout amis Facebook. Pour dire que quand même, les gens ont vu à travers ce portrait dans lequel je parlais de moi, on me suivait dans mon quotidien, plus ou moins. Malgré tout, ce témoignage a parlé aux gens, même si ce n'était pas l'objectif initial. Après, quand je dis que je ne témoigne pas pour les autres, je le fais aussi avec une certaine forme d'insolence qui me caractérise un peu. C'est que on en a parlé, hein, mais je n'aime pas les groupes de parole, je n'aime pas les groupes sauf quand les groupes de malades en fait. Je suis pas bien en compagnie des malades. Ils me foutent le noir, les malades. Je suis désolé de le dire, mais ils me tirent pas vers le haut. Et du coup, c'est vrai que écrire un livre, je l'ai pas fait pour eux. Et même si au final, ceux qui le lisent en tirent quelque chose, les malades qui le lisent en tirent quelque chose, et les aidants aussi, parce que j'ai beaucoup de retours d'aidants qui me disent que ça les a aidés, les aidants. Voilà. Alors, j'aurais pas l'outrecuidance de me substituer à une personne malade pour dire ce que je penserais si j'étais une personne malade ou parler au nom des personnes malades. Le fameux Jérémy est une personne, je ne donne pas tous les détails de son existence, qui est venu à l'espace éthique pour faire un master d'éthique et qui a rédigé son master d'éthique en racontant les temps qui précédaient sa mort. Il avait une maladie neurologique qui amputait progressivement l'amputé de sa capacité de penser, tant il était envahi par des tas de troubles, des troubles du comportement, par des troubles auditifs. Il n'arrivait plus à sortir, bref. Et on lui a dit avec l'équipe, ce qui serait bien, c'est non pas que tu témoignes, mais que tu fasses finalement ton master d'éthique en disant ce qu'est l'éthique de ton engagement, puisqu'il a lutté jusqu'aux derniers instants. Et je ne vais pas raconter les conditions de sa mort, mais pour lui, c'était quelqu'un de très chrétien, très mystique. Et il y avait au tout début la valeur du témoignage, j'allais dire, quasiment dans une tradition religieuse, où il disait « je témoigne de ce qu'on les sur les valeurs d'humanité à travers quasiment une passion ». Et puis progressivement, à travers nos échanges, il y a eu des échanges aussi par email, puisque je voulais le respecter aussi dans son intime. On a vu comment son témoignage, c'était un témoignage de ce qu'était la dignité humaine, voilà, je dirais d'une manière un peu générique. Et ce qui me frappe, c'est quand vous allez dans des EHPAD, quand vous allez dans des services hospitaliers, quand vous n'êtes pas la ministre de la Santé, hein, que vous allez humblement, c'est-à-dire pour partager un temps avec ces gens qui sont sur le terrain, eux-mêmes témoignent. Alors, ils n'ont pas le lyrisme, j'allais dire, la faconde que j'ai aujourd'hui. C'est un témoignage en acte, c'est de l'éthique concrète, hein. C'est un engagement qui est un engagement pour eux inconditionnel. Comme humain, comme membre de la cité, ils le disent souvent, je ne pourrais pas faire autrement. Quelles que soient les restrictions, quelles que soient les humiliations qu'ils vivent par des décisions gestionnaires qui finalement réduisent toute leur envie de faire quelquefois à peu de choses, et quel que soit tout ce qu'ils vivent au quotidien, cette dimension du témoignage m'a toujours impressionné. C'est pour ça que j'étais intéressé à développer la réflexion éthique sur ces terrains-là,
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que le terrain hospitalier, parce qu'il y a d'autres formes de témoignages. Il y a des profs qui témoignent, il y a des magistrats qui témoignent, il y a des policiers qui témoignent, enfin bon. Mais cette force du témoignage m'a intéressé, et je réponds directement à la question que pose Paul Loup. C'est pour moi une manière de dire ce qu'est notre humanité. Voilà. Et alors chacun a sa perversion dans la lecture du livre de Pierre. Moi, je l'ai lu comme un témoignage qui m'enrichit, c'est-à-dire la tentation, c'est souvent d'abdiquer, de se réfugier, j'allais dire, dans un quant à soi. Et il y a eu quand même, à un moment donné, la volonté d'écrire, c'est-à-dire de partager quelque chose, une émotion, de partager aussi une colère hein, par rapport à l'indifférence, de partager aussi de l'effroi. Et les mots de Pierre de Cabissol sont des mots pour moi d'un philosophe au sens propre du terme, c'est-à-dire de quelqu'un qui, de son expérience quotidienne dont il ne sait pas exactement où elle va le mener, a quand même eu le courage de faire des arrêts sur image, a eu le courage d'écrire, a eu le courage de penser, c'est-à-dire on peut aussi ne pas avoir à réfléchir, parce que c'est aussi, on s'imagine toute la pesanteur, toute la difficulté d'avoir à réfléchir, qu'est-ce que sera mon devenir, moi qui suis un immense sportif, qui fait du surf, je me limite progressivement, je m'altère alors que je suis jeune et dynamique, voilà. Eh bien, je trouve que cet effort de la pensée, cette exigence de la pensée, pour moi, est un acte à la fois philosophique, politique, qui enrichit la palette de notre humanité. Et je suis saisi, tout à l'heure, on parlait d'une maladie que moi je ne connais pas directement, comme la maladie à cœur de Lewy. On voit comment ces itinéraires humains, ces aventures, j'allais dire, ces avancées dans la vie, sont faites de trajectoires, pour nous, quelquefois impensables. Et cet impensable révèle quand même des dimensions de savoir, des dimensions d'expérience, des dimensions d'humanité qui, pour moi, sont indispensables. C'est pour ça que je trouve que ces expériences ont à être dites. Et très souvent, je dis à des gens, à des professionnels ou à des personnes malades, avec vos mots, ça peut être des petites phrases, ça peut être des poèmes, ça peut être peu importe, mais témoignez. Et pas uniquement laisser des traces, mais tracez-nous, nous, marquez-nous. Ce que vous vivez n'est pas indifférent. Et peut-être que ça n'a pas de sens. Hein. Je ne suis pas en train de dire, voilà, ça a du sens ce que vous vivez. Mais pour moi, on doit l'intégrer, on doit être présent à cette réalité. Alors je dirais d'une manière un petit peu rapide, pour moi, c'est une réalité qui nous enrichit, qui nous humanise. Et dans ce livre, c'est surtout des dialogues avec des personnes qui sont au bout de leur existence et qui donnent une vitalité à leurs propos, une intelligence à leurs propos, peut-être qu'ils n'auraient pas pu assumer s'ils n'avaient pas été jusqu'au bout, et avec le sentiment de la précarité, de la fragilité, qui fait que ce seront peut-être leurs derniers mots. Et ce que vivent les professionnels qui sont ici auprès de personnes atteintes de maladies neuroévolutives, dont on ne sait plus de quel côté elles se situent réellement. Elles sont toujours du côté de la vie, ou déjà d'un au-delà de la vie. Est-ce que leur existence a encore une consistance, au-delà de la relation qu'on entretient avec eux? Je dis qu'ils sont détenteurs d'un savoir, peut-être même d'une sagesse, dont notre société a besoin. Et ça renvoie à tout ce qui a été dit hier. On est dans une société sans mémoire, de l'immédiat, où on doit attester de ce qu'on est, de ce qu'on vit, en prouvant qu'on est performant, qu'on est efficace. Ben, je dis, il y a un autrement qu'être, pour prendre la formule d'Emmanuel Lévinas, et cet autrement qu'être, c'est par exemple cette autrement qu'être que vous développez et que vous donnez à connaître à travers votre témoignage, me semble plus fondamental que bien des discours philosophiques. Sur le sens, juste, c'est vrai que pour moi, la maladie n'a aucun sens. Elle peut en avoir pour les gens qui la réfléchissent, qui jaugent l'humanité ou qui réfléchissent, qui pensent à lui, qui pensent l'humanité en se disant tiens, comment les gens malades absorbent le réel différemment des gens pas malades. Mais c'est vrai que pour moi, la maladie n'a aucun sens et je refuse qu'elle ait un sens. C'est ce que je dis dans le livre, ce qu'on peut aussi parler d'une certaine forme d'insolence là-dessus. C'est que pour moi, la maladie est une grossière erreur de fabrication de l'être humain, surtout une maladie qu'on n'a pas provoquée enfin peut-être qu'on l'a provoquée, on ne sait pas, c'est encore mystérieux un petit peu, mais qu'on n'a pas provoqué en fumant 3 paquets de clopes par jour. C'est juste un gros bug physique qui n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je disais que mon témoignage ne prétendait pas en donner du sens et dire aux autres malades
tenez, faites comme moi, parce que j'aurais intellectualisé plus que vous et j'aurais compris plus que vous. Moi, je suis toujours complètement démuni face à ce qui m'arrive. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour donner non pas du sens, mais un côté un peu sexy à la maladie, on va dire, c'est lui faire un doigt d'honneur, quoi. C'est lui dire je suis plus fort que toi. Je vais citer pour la deuxième fois en 24 heures ma grand-mère, ce que je fais pas si fréquemment. Mais ma grand-mère, elle a des petites phrases comme ça, et elle dit, je crois que c'est un adage populaire, quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut être heureux de ce qu'on a. Et ben moi, je suis pas du tout de l'avis de ma grand-mère. Moi, j'ai pas ce que je veux, et du coup, je me bagarre pour obtenir ce que je veux, et je suis pas content de ce que j'ai. Je voudrais juste de vous inciter à regarder le livre de Frédéric Badret, qui a été donc une personne atteinte du sclérose latérale amyotrophique. On avait voulu l'inviter d'ailleurs à l'université d'été, et on a eu un témoignage extrêmement fort de sa part, et il tient le même propos que vous, c'est-à-dire en disant ce dérèglement, il assimile ça d'ailleurs à l'informatique, enfin il a toute une lecture en disant effectivement il y a une malfaçon, et il va lutter jusqu'au dernier instant pour la vie, contre la maladie. Et ce témoignage est bouleversant parce qu'on voit toute sa fragilité. Donc, à travers des signaux de la paupière, enfin tout un ensemble de messages, il va dicter son livre. Et pour moi, c'est un aussi grand livre que Le Scaphandre et le Papillon. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez du Scaphandre et Papillon à Berck, avec une personne qui était atteinte d'une maladie qui ne lui permettait plus de communiquer que par la paupière. Et pour moi, c'est un des plus grands témoignages d'humanité. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça n'a trompé personne, puisque beaucoup de gens ont acheté l'ouvrage et ont été transformés aussi par ce type de témoignage. Donc je pense que c'est intéressant. Et je donne une anecdote dans le livre, enfin qui n'est pas une anecdote, pour ça que je faisais cette avancée vers le lock-in syndrome, pour dire qu'il y a plusieurs manières de vivre la maladie. Je raconte dans l'ouvrage que j'étais dans un hôpital que je ne cite pas, où il y avait une personne qui avait été justement à côté, dans la chambre à côté de l'auteur du Scaphandre et du Papillon, et qui disait constamment « je ne suis pas ce qu'il est, et moi j'ai envie de mourir », d'accord. Et il va mener une trajectoire que je raconte, et les derniers échanges qu'on a, quand je vais lui rendre visite, c'est je savais pas que je serais capable de vivre cette existence. Et pourquoi il a pu poursuivre son existence? Parce qu'à un moment donné, une médecin de soins palliatifs dit mais vous avez envie de mourir, donc je raconte pas le livre, hein, vous avez envie de mourir, mais est-ce que vous avez vraiment parlé de cette envie à votre famille? Et il dit non, enfin, il dit à sa manière, hein, c'est assez long le dialogue, puisque c'est finalement par un ordinateur que ça se passe quasiment. Et il dit non, je voulais pas les confronter à cette réalité, et puis je sais de toutes les manières que ma lâcheté à attendre la mort, finalement, d'une certaine manière, détériore, altère l'image qu'ils conserveront de moi. Et donc elle organise une réunion, et sa fille lui dit tel que tu es, c'est comme ça qu'on t'aime, qu'on t'admire. Bref, elle trouve les mots justes. Et ça aussi, pour moi, dans l'expérience de la maladie, c'est quelque chose qui m'a frappé. Comment une parole, une présence, fait que ce qui paraît le plus insupportable, le plus insurmontable, prend une autre dimension. Et c'est pas la question du sens, mais son parcours qui a duré quelques années encore, dans une maladie qui est quand même altérante, hein, ne serait-ce que lui qui avait beaucoup communiqué, ben, ce parcours a été un parcours qui lui a permis d'accomplir un projet. Alors c'est sous ces paradoxes, en quelque sorte, qui me font parler aussi d'une expérience, mais on n'a pas à la magnifier, on n'a pas à l'idéaliser, on sait aussi en contre-pied toutes les difficultés, toutes les duretés du quotidien. Je voudrais juste revenir sur, puisque tu en parles, Emmanuel, sur Frédéric Badret, et il a écrit dans le hors-série gris que vous avez un texte dont le titre est J'essaie d'ajuster ma tête et mon corps. Il avait toujours, je pense, beaucoup d'humour aussi dans ses textes. Et il a cette phrase « Mon corps et moi ne nous entendons plus, je ne le reconnais plus, l'expérience de la maladie neurodégénérative est pour moi une expérience de la dissociation entre ma tête et mon corps. Lui veut mourir, elle refuse. » Donc,
pour illustrer cette grossière erreur dont vous parliez, cette espèce de malfaçon qu'est la maladie. Ce que je retiens de vos échanges, c'est que peut-être que la maladie n'a pas de sens, mais ce que tu as fait quand même, Pierre, en écrivant ce livre, c'est que tu as fabriqué du sens à partir de la maladie, à partir des expériences de la maladie que tu as vécues. Alors, je voudrais revenir encore sur le témoignage. Acte politique, selon toi, Emmanuel. Il me semble que dans ton livre, Pierre, il y a quand même une portée politique sur la question de l'intimité. C'est-à-dire que il y a effectivement beaucoup de choses dont on ne parle pas sur ces maladies-là, et sur lesquelles toi tu insistes beaucoup, notamment sur la sexualité, sur l'effet qu'a la maladie sur la sexualité. Et on peut se demander si le témoignage n'est pas une façon justement de déplacer les frontières acceptées dans la maladie de ce qui ne se dit, ce qui ne se dit pas, de lutter contre ce que Éric Fiat a appelé il y a quelques années à l'université d'été cette espèce de dignité de posture, la dignité posturale, donc cette idée que on ne doit pas pleurer, on ne doit pas montrer finalement les signes extérieurs de la maladie, on ne doit pas voilà. Donc comment tu réagirais par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas dans le témoignage à ce niveau-là précisément un acte politique? Très certainement, mais je pense que quand je parle de sexualité, de tout ce qui peut... La sclérose en plaques, c'est les nerfs qui partent en sucette, et les nerfs gèrent tout le corps. Donc on s'imagine bien que tout le corps part en sucette. Mais il y a aussi une forme de cette dignité posturale, tu disais. Le fait de revendiquer, c'est aussi quelque part dire je suis au-dessus de ça. C'est pas grave si j'ai des problèmes d'érection parfois, c'est pas grave. Je le dis dans le livre. Parce que je sais que quand on touche à l'intime comme ça, les gens n'osent plus souvent parler. Ça bloque la parole parce qu'on a tous reçu plus ou moins une éducation judéo-chrétienne où le corps, où l'intime doit rester dans la sphère très privée. Ce qui pour moi est une... Alors peut-être que là, le témoignage a un sens. Peut-être que si quelqu'un lit ce livre et qui se dit ben tiens, ce garçon-là, il dit qu'il a des problèmes d'érection parfois ou des problèmes de gestion de sphincter, et pourtant il se tient devant moi et il n'en fait pas toute une affaire parce que qu'est-ce que c'est par rapport à je sais pas, moi je peux pas porter mon enfant dans mes bras, c'est bien plus grave que pas bander une fois ou deux. Donc je me dis que si les gens arrivent à se rendre compte en lisant ce livre que ces désagréments-là, qui peuvent être bien plus graves chez certains que chez moi, hein, ou bien moins, bien minorés, alors oui, en effet, là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui relève du témoignage. Mais je l'ai pas fait, encore une fois, en y pensant. J'ai juste raconté ma vie avec ces petits tracas quotidiens. Et puis, il se trouve que quand on parle de l'intime, il y a moyen d'être rigolo, et moi, j'aime bien être rigolo. Du coup, j'en ai fait des caisses. Mais voilà, oui, en effet, on m'a dit mais que c'était une dame, une amie de mes parents, qui a eu un cancer du sein pour le coup, et qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé ces passages-là, parce que en parlant ouvertement de l'intimité, en fait, c'était une manière de reconquérir son intimité. Tu citais la distinction entre le corps et l'esprit, et c'est amusant parce que je pense que dans mon livre, j'ai une petite phrase qui n'est pas très très loin. Je dis que mon corps ne m'appartient plus en fait. Il appartient au corps médical quasiment, parce que je vois tellement de médecins, je suis tellement mis à poil au sens strict, trituré, sondé, que ce corps que vous voyez, c'est pas le corps platoniste du tombeau de l'âme, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est je le donne quelque part, comme dans mon livre, je témoigne, allons-y, je donne aussi mon corps pour que on fasse des tests dessus. Je suis toujours hyper OP pour être le cobaye des nouveaux protocoles. Ma kiné me connaît par cœur parce que elle me triture dans tous les sens.
en caleçon, donc il y a toujours quelque chose qui sort du caleçon, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est pas grave, en fait, parce que c'est tellement peu de choses par rapport au fait de boiter, au fait de ne pas pouvoir porter son enfant, au fait de plus surfer, ce qui peut paraître aussi anecdotique, mais qui n'est pas du tout pour moi. Que cette question de l'intimité ne doit pas être exclue de la réflexion, et bien au contraire, pour moi, elle doit être mise au centre, parce qu'elle nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie où on peut rencontrer des problèmes et où il n'y a pas tant de textes que ça. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'en ai pas trouvé tant de ça, qui parlent très frontalement de ce que c'est qu'avoir des problèmes d'intimité liés à une maladie. Je serais tenté de prolonger, non pas avec l'expérience que j'ai de la maladie, même si j'ai l'expérience de quelqu'un de proche de moi avec qui on a partagé la maladie, mais il y a dans la salle, par exemple, une personne qui a été confrontée à la mort de son mari, et une personne qui est pour moi une personne chère. Et j'ai l'impression que on s'est dit des choses au fur et à mesure des semaines ou des mois de notre intime, de nous-mêmes, qu'on ne se serait jamais confié. Voilà. C'est-à-dire que la maladie aussi lève un certain nombre d'obstacles et favorise alors ce que j'appellerais une rencontre vraie. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, c'est-à-dire où on est faux, il vaut mieux fuir, où on rentre dans la vérité de l'autre et on est obligé aussi d'y mettre de sa vérité. Donc c'est un risque, à mon avis, la rencontre. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les professionnels qui vont au bout. Tout à l'heure, dans le dialogue qu'on avait, j'étais frappé parce que c'est prendre un risque. On sentait quasiment de l'amour du médecin qui témoignait par rapport à ces malades, une forme aussi de bonheur de les rencontrer, de partager quelque chose. Et là où je parle aussi d'expérience, c'est que c'est pas uniquement l'expérience de la personne qui vit la maladie ou qui est éprouvée par la maladie, c'est l'expérience qu'elle va être amenée à partager avec quelques rares personnes dont elle a le sentiment qu'ils sont à la hauteur, non pas de comprendre ce qu'elle vit, mais de partager d'une manière assez énigmatique certains moments, certains moments quelquefois de fond qui sont vitaux pour l'un et pour l'autre. Et pour moi, c'est quelque chose qui nous construit. Alors, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de trouver de justification. Moi, j'ai pas une lecture sur la catharsis, j'ai pas cette lecture qui est une lecture, pour moi, qui a été révoquée à travers l'histoire. Je vois pas de sens à la souffrance, à la douleur. Mais on peut trouver une signification, y compris dans la relation à l'autre, en dehors de la maladie. Là, on parle de la maladie physique, mais il y a toutes sortes de souffrances sociales, il y a toutes sortes de situations d'exil, d'errance. Quand on parle de l'errance diagnostique par assimilation, on voit que les questions de la maladie, c'est des questions un peu de l'ordre du paradigme qui nous ouvrent aussi sur d'autres réalités. Parce que qu'on le veuille pas, c'est un peu philosophique de dire à la manière de Montaigne que vivre, c'est apprendre à mourir d'une certaine manière. Mais à chaque instant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on vit des pertes, on accepte ou pas des renoncements. Je pense qu'on est assigné à une certaine conscience existentielle. Voilà, je le dirais d'une manière un peu simple. J'ai pas le savoir philosophique pour aller plus loin, mais je pense, par exemple, à titre personnel, et c'est ce que je restitue à travers le livre, que là où on est attendu, il ne faut pas déserter. Mais si on va vers l'autre qui nous a appelés à un moment donné, et ça a été pour moi le privilège d'avoir ces rencontres, il faut se poser la question comment on est présent à l'autre, qu'est-ce qu'il attend de nous, et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en commun, y compris de notre intime. Parce que ce ne sont pas les mots d'un point de vue intellectuel, c'est pas la consolation en mettant la main comme ça sur la personne, etc. C'est être présent à l'autre, comme quelquefois on n'est pas présent soi-même à nous-mêmes. Ça demande vraiment un travail personnel qui est extrêmement enrichissant puisque l'autre vous pousse quasiment à aller dans les lieux les plus inattendus et quelquefois les plus insoupçonnés qui sont notre plus intime. Et pas l'intimité uniquement de la sexualité, l'intimité aussi de toutes nos confusions, de toutes nos peurs, l'intimité de toutes nos représentations. Donc vivre avec l'autre, la maladie, c'est pas être malade avec lui. C'est rentrer dans un espace, et les professionnels en restituent souvent toute la signification. Je ne dis pas que ça a un sens au sens où on peut valoriser ce qui se passe, mais ce qui est pour moi péjoratif,
c'est de ne plus accepter de le comprendre, que ce que je joue là. C'est-à-dire que des professionnels ne comprennent pas que l'instant présent qu'ils souhaitent, qu'ils aspirent à partager avec l'autre, a une signification universelle, et que quand ils défendent auprès d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer une certaine forme d'attention, de préoccupation, malgré toutes les contraintes gestionnaires et puis toute l'indifférence générale, ils défendent ce qui nous est le plus précieux. Alors quand je le dis avec des mots, mais je dis toujours avec beaucoup, ça amuse ma femme, parce que j'espère qu'elle suivra aussi ma prochaine réincarnation. Mais je dis, si j'aime réincarner, après mon expérience des années d'éthique, j'aimerais me réincarner comme soignant. Alors je ne lui dis pas à quel niveau du soin je me verrais, mais je me verrais certainement pas comme médecin. Bon, je me verrais vraiment dans le soin. Parce que pour moi, soigner l'autre, au sens profond de ce que j'ai compris à travers les années, c'est partager avec l'autre ce qui nous est essentiel, être présent à ce qui nous est essentiel. Et donc, j'ai l'impression que dans tous les témoignages sur la maladie, c'est pas la maladie qui nous intéresse, c'est ce que signifie pour nous tous cette confrontation à ce que nous sommes, dans nos vérités quelquefois ultimes. Voilà, c'est là où votre témoignage, alors vous dites, il n'est pas philosophique. Pour moi, chacun le lit à sa manière, il est tout à fait philosophique. Et les gens qui n'auraient peut-être pas lu un témoignage trop philosophique, par exemple, je trouve par exemple le témoignage de Michel Malherbe, le dernier livre qu'il a sorti sur son accompagnement de sa femme atteinte de maladie d'Alzheimer, est très philosophique et très humain. Il y a certains qui ne liront pas ce témoignage, et il y a d'autres personnes qui liront votre témoignage parce qu'il est aussi accessible. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les vérités transcendantes, c'est aussi les vérités immédiates. Et un dernier point qui m'a beaucoup frappé quand vous parlez de sexualité, c'est aussi une provocation des professionnels à vous reconnaître dans la totalité de ce qui vous constitue. C'est-à-dire un être total, un être global, qui n'est pas prêt à renoncer à ce qui lui paraît important. Et il y a, à mon avis, aussi un défi. Et on voit que certains professionnels sont capables de saisir, de comprendre, et peut-être de se rapprocher de vous, d'autant plus que vous proclamez aussi cette dimension d'humanité. Donc voilà, c'est tous ces éléments à prendre en compte. Moi, je pense que le grand médecin qui s'est exprimé tout à l'heure, finalement, quand il rencontre les personnes, il ne rencontre pas uniquement des maladies. Il rencontre des personnes qui évoluent, qui à un moment donné font appel à sa compétence, à son excellence, mais aussi à un regard, à une attention que peut-être aucune personne dans la société ne sera capable de témoigner d'une certaine façon. Donc les témoignages sont multiples, mais qu'en est-il des gens qui renoncent de témoigner aussi? Juste sur le corps, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais j'ai rencontré quelques médecins qui n'aimaient pas le corps, enfin, je sais pas s'ils n'aimaient pas le corps, mais en tout cas ils jugeaient pas que c'était leur sujet d'intérêt. C'était plus des intellectuels de la médecine que des... Et quelque part, oui, vraiment parler beaucoup du corps. Je ne parle pas que de l'intimité, je parle aussi pas mal de la douleur. J'essaye de parler de la douleur, ce qui est vraiment pas quelque chose de facile. Et puis de tout ce qui est déliquescent. C'était aussi me dire que peut-être que ces médecins-là pourraient, à quelle occasion je ne sais pas, mais se rappeler qui travaillent sur, en effet, des esprits, et c'est bien le plus important, mais aussi sur des corps, et que c'est assez important de le réintégrer dans leur pratique. Alors, je retiens cette idée, Emmanuel, que finalement la maladie est une sorte d'expérience de crise, une expérience critique qui fait sortir de soi, finalement. Donc, tu dis une expérience de l'errance, une expérience de l'exil. Et je voudrais aussi citer, dans ce que tu as dit, Pierre, une phrase de ton livre qui renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure. « Avant, je n'avais aucun problème avec mon corps parce qu'il me convenait. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec mon corps parce qu'il ne m'appartient plus. » Une phrase très, très pertinente. Alors, je voudrais ouvrir un nouveau chapitre de notre discussion parce que le temps tourne. C'est la question de l'empathie ou de la sympathie, qui est le vecteur, finalement, un des vecteurs ou le vecteur principal du partage de l'expérience. Je voudrais revenir un peu à ton livre, Pierre, parce qu'il me semble qu'en filigrane se dessine une compréhension très fine de ce que c'est que la sympathie.
Et je voudrais souligner 3 points. D'un côté, tu reproches beaucoup aux médecins, aux neurologues en particulier, de te délivrer très brutalement les informations. Donc, je cite, hein, toujours pas de désolé, de je suis au regret de, ou de malheureusement, les faits brutaux, on est neurologue ou on ne l'est pas. Donc, il y a là, selon toi, un manque de considération, un manque de sympathie, à la fois au sens le plus ordinaire, hein, ils ne sont pas très sympas, mais aussi au sens philosophique, au sens où il n'y a pas de ce partage émotionnel, cette contagion de l'émotion. Deuxième aspect important, j'ai l'impression que pour toi, la sympathie ne doit pas pour autant être de l'empathie. Tu ne demandes pas au médecin de se mettre à ta place. Et plus encore, tu t'élèves contre les tentatives du médecin à faire preuve d'empathie. Tu écris à un moment, quand on parle de mon cerveau qui risque de brûler, il n'y a pas de on qui tienne, il n'y a que du je. En somme, tu refuses que le neurologue, en te parlant, utilise le nous. Et tu vois ça, il me semble, hein, tu me contredis si je me trompe, tu vois ça comme une tentative de spoliation, de vol de ton expérience, finalement. Et puis, troisième aspect, donc tu rejettes, à mon avis, l'empathie. Et puis, troisième aspect, tu rejettes aussi ce que nous appelons la pitié. Quand tu dis avoir de la peine pour les autres personnes malades, on reviendra sur cet aspect hein, de ton regard sur les autres personnes malades, mais que tu ne veux surtout pas le montrer. Il me semble que ça, c'est un point important. La pitié suppose un jugement sur la situation que vit la personne, ce jugement selon lequel, finalement, cette situation mérite la pitié. Cette personne est, d'une certaine façon, pitoyable. Et tu dis, finalement, que tu ne veux surtout pas montrer la peine que t'inspirent ces personnes. Donc, la question que je voudrais finalement vous poser à tous les deux, mais peut-être à toi en premier, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce que je tire ici de Je suis hyper d'accord avec ce que j'ai écrit. Bon, bah ça, c'est très bien. Tu aurais pu changer depuis, mais donc c'est très bien. Qu'attends-tu des gens, en fait, en termes de sympathie, en termes de bienveillance, puisque nous sommes ici, nous avons beaucoup insisté sur ce thème de la société de bienveillance. Qu'attends-tu de tes amis et qu'attends-tu des gens que tu ne connais pas? Eh bien, tu fais bien de distinguer tous ces gens-là parce que les gens, en général, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'attends diverses choses de différentes personnes selon où ils se positionnent dans ma vie. Il y a un passage dans le livre où je dis qu'au début de la maladie, quand j'avais juste la jambe qui merdouillait un peu, il y avait des gens, justement, qui me demandaient, mais qui me posaient la question, quoi. Et selon la sympathie que j'avais pour ces gens, la sympathie naturelle, je répondais différemment. Donc soit c'était quelqu'un qui m'était pas sympathique, parce que ça arrive comme ça, même on est au bar, on boit un verre, il y a des gens, rien. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je disais, je me suis fait une sclérose en plaques, et paf, ça cassait le truc. Et ça, on n'avait plus à discuter. Et c'était très efficace. Et puis il y avait d'autres personnes qui me disaient, qu'est-ce que tu t'es fait? Et je disais, écoute, c'est une maladie, voilà. Et puis des gens, qu'est-ce que tu t'es fait? Et naturellement, je disais, écoute, c'est une sclérose en plaques, c'est une maladie, voilà, ça fait 3 ans. Et donc, ça dépend vraiment des gens que j'ai en face de moi. J'étais à l'hôpital la semaine dernière à la Pitié pour de la chimio, et j'avais dans ma chambre un monsieur, et c'était terrible parce qu'il racontait à l'interne, je pense, le parcours de la maladie, le parcours clinique, et je me disais, mais ce type, en fait, c'est moi dans 10 ans, et je veux pas lui ressembler. C'était flippant, quoi. Et il avait un fort besoin de discuter. C'est le problème, on en parlait hier, on en parlait hier soir, quand on se retrouve en effet avec 600 lits par mois, c'est qu'on se retrouve avec d'autres personnes, quoi. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Et bref. Et ce monsieur avait vraiment envie de discuter. Donc au début, je répondais par monosyllabe, oui, non, machin. Et puis à un moment, il se trouvait que j'avais mon livre dans mon sac à dos. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai écrit un livre. Voilà, vous aurez j'ai pas mieux à vous dire, je suis désolé. Donc ça dépend. Et ce monsieur ne m'était pas antipathique. C'est juste qu'à ce moment-là, je ne voulais pas discuter avec lui, je ne voulais pas entrer en empathie avec lui,
parce qu'il me foutait le plomb, quoi. Il m'angoissait. Donc c'est très différent selon les gens que je rencontre. Sur le on qu'emploient régulièrement les médecins, en effet, je le dis avec un peu d'insolence, il n'y a pas de on possible quand on parle de moi. C'est pas on va tenter une nouvelle chimiothérapie, c'est je vais tenter une nouvelle chimiothérapie. On verra les résultats à la rigueur, mais ou vous jugerez des résultats, puisque moi j'en serais pas forcément capable sur tous les plans. Il y a une partie d'infantilisation aussi par le médecin. Je sais très bien, puisque à ma fille, je lui dis le soir, bon allez, on va se brosser les dents, alors que c'est elle qui va se brosser les dents. Donc quand le médecin me dit on va essayer cette nouvelle chimiothérapie, c'est un peu l'équivalent de quand je dis à ma fille on va se brosser les dents. Et ma fille, je l'infantilise, puisque c'est une enfant. Donc j'exècre cette infantilisation du patient par le médecin et du patient par l'hôpital en général. C'est quelque chose dont je parle aussi, c'est que quand on est en milieu hospitalier, on est infantilisé, et c'est certainement pas une bonne approche du patient que de l'infantiliser, parce qu'on est dans des pyjamas déjà, où on voit, bref, qui sont pas très très bien fichus en termes de fabrication. Et parfois, on se dit qu'il y a sûrement un bout de fesse qui dépasse derrière. On nous sert de la bouillie. Après, je ne suis pas du genre à reprocher que les menus hospitaliers ne soient pas terribles. C'est pas grave, on s'en fout un peu, mais c'est pour dire ce côté bouillie qu'on sert aux enfants, on sert le même aux personnes à l'hôpital. C'est pourquoi les pâtes à l'hôpital ne sont jamais al dente. C'est un vrai souci quand même. On parle de choses importantes, mais ça, c'est la chose la plus importante. C'est que les pâtes sont bouillies. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me demande s'il n'y a pas une partie... Enfin, si, je sais pourquoi. C'est pour qu'il n'y ait pas de fausse route et tout ça. Mais cette partie infantilisation, ce « on », ce n'est pas de l'empathie, ce n'est pas de la sympathie. C'est au contraire, je pense, c'est une sorte de mise à distance du malade par le médecin. Et j'ai rencontré des médecins qui en avaient pas grand-chose à faire de moi. Je le disais hier en atelier, j'ai la capacité intellectuelle de les éjecter et de leur dire que j'ai pas envie de travailler avec eux, puisque je suis passé par 4 ou 5 neurologues avant de trouver la neurologue à la Pitié qui me convenait, avec qui j'avais un échange intéressant. Mais tout le monde n'est pas capable de dire à ce Dieu qui arrive et qui a les réponses, en plus peut-être à ce qu'on a, de dire, écoutez, on risque de passer les 20 prochaines années ensemble, je n'ai pas envie de travailler avec vous, vous ne me plaisez pas. Et moi, je l'ai dit à plusieurs neurologues jusqu'à tomber sur la bonne personne. Voilà. Je sais pas, j'ai un peu dévié, mais il fallait que je le dise. Comme c'est le moment quasiment de conclure, je dirais, et c'est peut-être la seule chose que je voulais dire quand j'ai été invité par Paul Loup à me joindre à cette table ronde, toute l'admiration, bien sûr pour Pierre, et puis pour ce qu'il représente aussi, d'autres personnes malades, et puis également des proches qui sont quand même aussi d'une certaine manière présents, que ce soit les proches immédiats ou les amis. Alors ça vous paraîtra un petit peu discutable, mais je pense qu'il y a une intelligence de la maladie. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas de sens à la maladie, mais il y a une manière de la penser, et il y a une manière de creuser dans la maladie, de telle sorte qu'il y a une intelligence qui apparaît. Et ce qui me frappe, mais je pourrais pas, je suis pas suffisamment compétent pour pouvoir le démontrer, c'est qu'on avait souvent une vision très religieuse finalement de la compassion, de la maladie, de l'affliction, avec une manière de l'intégrer, un champ de représentation. Et j'allais dire, il y avait quasiment une cohérence, ne serait-ce que tout le discours sur la souffrance, d'une certaine manière. On redonnait du sens, faute d'avoir la capacité d'en répondre autrement. Et d'abord, il y a eu la médecine qui s'est développée avec une efficacité et qui a transformé notre regard sur la maladie et la capacité de la braver, et puis peut-être de la surmonter, voire de la guérir. C'est une question à se prendre en considération. Mais je pense que surtout, on a eu ces dernières années, encore une fois, l'irruption d'une intelligence de la maladie qui, d'une certaine manière, dépasse la condition de la maladie.
C'est-à-dire, c'est une condition existentielle qui peut avoir une signification politique, voire une fonction politique, voire une manière de témoigner dans notre société sécularisée, peut-être de valeurs essentielles, de valeurs universelles. Je pense qu'on a un privilège quand même dans notre société française, dans les sociétés développées, de pouvoir vivre la maladie aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, on peut toujours dire effectivement, on sera certains d'entre nous le 14 à manifester pour défendre l'hôpital public, précisément parce que c'est le lieu aussi d'hospitalité à ces dimensions complexes d'attente et puis d'intelligence, de revendications qui sont très bien posées par Pierre. Mais moi, je resterai juste dans ma conclusion sur cette notion d'intelligence et d'intelligence partagée. Pour moi, quand je vais dans un établissement, puisqu'il y a des gens qui travaillent dans des EHPAD, je pense qu'il y a la compétence technique, et puis il y a cette intelligence à la fois du réel et de l'humain qui font que des gens déploient une créativité, une capacité de témoigner à l'autre qu'il existe encore, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Bref, pour moi, c'est une manière de confirmer qu'on fait société. Et je pense que c'est une question qu'on devrait creuser. Quelle est cette intelligence de la maladie? Quelle est sa dimension politique? Quelle est cette intelligence que partagent des professionnels avec des personnes malades, avec des proches, et puis au-delà de tout ça, des gens comme nous qui se mobilisons, qui sommes aussi la cité. Et je trouve que le livre de Pierre Capisole est là parce que pour témoigner de cette intelligence, on n'est pas dans le dramatique, même si on sent bien à quel point vivre une maladie évolutive avec tout ce que ça représente comme limitation possible et projection dans un avenir dont on sait qu'il est incertain, qui devient dépendant de tant de facteurs qu'on ne maîtrise pas, personne n'a envie de le vivre. Mais il y a une manière de l'affronter. Et je trouve que cette intelligence aujourd'hui, c'est comment affronter la maladie, comment ne pas l'affronter en solitaire, mais en représentant de ce qu'est une société qui lutte. Et donc je termine pour dire que pour moi, la figure, c'est la figure de la lutte. Il y avait un jour dans Libération, Éric Favreau parlait d'un malade du sida que je ne citerai pas, qui est une personnalité que j'aimais, que c'était un photographe. Et puis, il avait renoncé à prendre les premiers traitements qu'on lui proposait. Il disait, j'attends le traitement qui un jour marchera. Bon, il a suffisamment attendu. Il était un survivant au long terme, comme on disait. Bon, et ça m'avait beaucoup frappé parce que c'était un 1er décembre, la journée mondiale du sida, et donc sur la une de Libération, on le voyait donc devant une petite table comme là, il y avait des personnages guerriers, et il y avait le combat. Alors c'était pas le bien contre le mal, mais il y avait un des deux personnages qui était lui-même dans sa lutte contre le sida. Et derrière l'article, dans l'interview, on voyait qu'il ne défendait pas uniquement sa peau, il nous défendait aussi. C'est-à-dire que ce combat qu'il menait, c'était pas un combat individualiste, et que l'expérience de la maladie l'avait fait rentrer aussi dans cette dimension de dépassement de soi. J'y vois pas du sens, mais je dirais qu'on doit être aussi attentif au privilège dans notre société d'avoir des personnes comme celle qui s'exprime dans l'université d'été. Ce matin, c'était le cas dès le départ, qui témoignent de ce que nous sommes et qui nous en rendent fiers, d'une certaine façon, dans une société où on a quand même très peu de raisons d'être fiers de notre démocratie. Bon, on va en effet conclure. Je voudrais juste insister, puisque ça c'est un thème qui revient beaucoup dans ton ouvrage, Emmanuel, sur la lutte. Il y a le champ lexical de la guerre qui est très présent, l'idée de combat. J'ai relevé une phrase, considère-nous, tu dis aussi à Jérémy, hein, considère-nous comme des alliés à ta cause. Et c'est intéressant parce qu'hier, Armel Debru nous a parlé de l'étymologie, de l'expérience et de l'origine militaire du terme. Deuxième chose que je voulais dire, un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est très important, c'est que l'expérience n'est pas quelque chose qui est fabriqué par un individu, mais l'expérience, elle est aussi fabriquée par l'environnement, par la ville. Il y a une fabrique, finalement, de l'expérience par la ville, et il y a de passages très intéressants dans ton livre, Pierre, sur la façon dont
finalement, les autorités, en l'occurrence les policiers, peuvent rendre très difficile la vie des personnes handicapées, notamment quand tu veux accéder à une rue et qu'on t'en bloque l'accès, et qu'un policier te dit si vous renversez quelqu'un, puisque tu es en scooter, ça fera 2 handicapés. Voilà. Et toi, tu écris un peu plus loin. Je n'étais pas obligé d'y aller, j'avais juste envie d'y aller. Il est inacceptable qu'on puisse interdire l'accès d'un lieu à une personne parce qu'elle est handicapée, à moins bien sûr que ce soit pour sa propre sécurité. Donc, l'expérience de la maladie, elle est forgée évidemment par l'environnement. Je vais dire que j'y suis allé quand même. Tu y allais quand même. Je suis accéléré, je suis passé ça. Oui, c'est vrai, je me souviens. Et puis, dernier aspect pour faire la transition avec la conférence de Léo Koutelek, il me semble que toi, tu veux pas faire de ton expérience une expertise. Là-dessus, tu es quand même assez clair. Tu dis que ce n'est pas parce que tu partages une maladie avec des personnes que tu fais partie d'une même famille. Donc il y a aussi cette idée, finalement, chez toi, de refuser, finalement, à contre-courant, finalement, ce mouvement de l'expertise, des patients experts, du partage de l'expérience. Donc je voulais insister sur ce point pour dire que toute expérience ne mène pas à une expertise, et je crois que Léo insistera aussi sur cet aspect. Voilà. Je vous remercie tous les deux. Merci. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment personnellement. Nous aussi. Nous aussi.